Dernière partie du grand rendez-vous avec vous, Marion Le Pen, Maréchal Le Pen. Question, Michael Darmon. Après quelques jours où il a tenu tête, aujourd'hui Manuel Valls parle de désinvolture et fait sa contrition par rapport à donc, son déplacement au match de football à Berlin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, sans grande originalité, qu'évidemment il y a un problème d'éthique, qu'évidemment il y a une forme de désinvolture, parce que dire que c'était une erreur de communication et non pas une erreur morale, c'est assez révélateur finalement de ce qui l'a poussé aujourd'hui à faire cet acte de contrition. Néanmoins, je pense que ça c'est l'écume du problème, c'est-à-dire qu'on a passé 2 semaines sur l'écume. Je veux vous dire qu'il y a des choses, une forme d'écume, mais il y a beaucoup de choses, une semaine. Pardon. Oui. Tout va bien. C'est dimanche matin. 5 jours, tout va bien, on continue. Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves à reprocher à Manuel Valls, qui aurait, à mon avis, dû susciter au moins autant d'indignation et au moins autant de temps médiatique. Je pense notamment, sous d'ailleurs son impulsion à la loi renseignement votée au Sénat. Il permet de mieux protéger les Français. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Mais si on peut en parler, mais je veux dire, c'est surtout la toute-puissance du renseignement français, avec des champs d'action extrêmement flous, extrêmement larges, sans aucun contrôle du juge, mais avec la simple signature. Il y a eu un débat à l'Assemblée, au Sénat, etc. Oui, mais qui est fondamental. Qu'est-ce que vous lui reprochez encore ? L'autre chose qui, à mon avis, aurait dû aujourd'hui susciter beaucoup d'indignation, c'est l'absence totale de réponse à la menace terroriste. Ça veut dire qu'on a quand même eu le droit à un grand discours. C'est la loi sur la sécurité. Attendez, vous êtes en contradiction. Vous nous dites on répond pas à la menace terroristes, et là on a une loi qui justement est faite pour ça. Non mais ça c'est ce qu'on a expliqué aux Français. Déjà, d'une chose, le terrorisme est une infime part de cette loi. Les champs d'action vont beaucoup plus loin, y compris d'ailleurs jusqu'au risque du renseignement politique. Mais vous ne pensez pas que s'il n'y a pas d'actes terroristes en ce moment en France, c'est justement qu'il y a une vigilance et de l'efficacité des services de sécurité, peut-être du gouvernement ? Qu'ils soient efficaces, c'est une chose, mais je pense que c'est une solution très partielle, pardonnez-moi. Mera, Nemouche, Kouachi, Koulibaly, tous étaient fichés. Il pourrait y en avoir davantage. Tous. Ils étaient tous répertoriés. Voilà. Donc dire il y en a dont on a dû arrêter les écoutes. Pas d'action suffisante contre le terrorisme. Dire que c'est la solution, c'est faux. Moi, je trouve qu'il y a une absence totale de réponse. On a eu un discours grandiloquent à l'Assemblée nationale. Ça a été l'ovation, l'UMP, le PS. Tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Mais pourquoi ? La seule chose qui a été annoncée, pardonnez-moi, c'est un grand plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Moi, je veux bien, mais déjà, c'est expliquer aux Français qu'en gros, s'il y a du terrorisme en France, c'est parce qu'ils sont racistes, parce que c'était pas la lutte contre le racisme anti-français, anti-blanc ou la christianophobie. Et pourtant, c'est ce dont on parle aujourd'hui, pardonnez-moi. Et pourtant, les Français, quand on les interroge, ils plébiscitent Manuel Valls, ils se gardent l'image de lui d'un bon Premier ministre. Aujourd'hui, on voit IFOP, JDD, une majorité de Français pense toujours que le Premier ministre doit jouer un rôle important à l'avenir, il se fait pardonner sa mésaventure. Le titre est fabuleux. Oui. Le titre est en totale contradiction avec les sondages. 59% voudraient qu'en dépit de son voyage à Berlin, il peut gouverner, son action ne sera pas gênée, etc. Le Premier ministre n'incarne pas une politique de fermeté qui fait consensus en France. Non, je crois pas du tout. Je crois que le Premier ministre est tout à fait décrié. Je crois qu'en effet, il est assez doué, d'ailleurs sur le même modèle que Nicolas Sarkozy, pour faire de l'agitation médiatique et pour froncer les sourcils, mais qu'en réalité derrière, il ne se passe rien. Sur la question du terrorisme, indépendamment de la question migratoire, j'ai vu qu'il y avait avoir un colloque organisé sur la question de l'islam, un peu comme l'ont fait les Républicains. Chez Bernard Cazeneuve. C'est extraordinaire d'ailleurs, les Républicains qui sont passés de l'islam en France à la place des religions, à huis clos, enfin voilà, comme d'habitude. J'entends que ce colloque... Vous devez peut-être en faire autant, réfléchir sur la question. Mais nous y réfléchissons beaucoup et nous avons des propositions d'ailleurs. J'entends que les socialistes vont faire ce colloque pour entendre un peu plus encore les doléances des représentants musulmans. Je pense qu'on fait ça toute l'année, moi, écouter leurs doléances. Mais bon, je crois qu'il aurait fallu aller... Il y en a assez de ça, beaucoup... il y en a marre. Non, mais je pense qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut supprimer l'UOIF. Pardonnez-moi, ces représentants musulmans qui sont une branche des frères musulmans, c'est-à-dire une branche extrêmement radicale de l'islam et dont l'influence aujourd'hui en France est permise et même soutenue dans les mosquées françaises. Et peut-être faudrait-il réfléchir, et là c'est une idée lancée, mais qui m'apparaît quand même importante, parce que c'est bien de répondre aux doléances, il faut aussi avoir des exigences. C'est celle, pourquoi pas, de faire signer une charte à tous les imams qui souhaiteraient prêcher en France, une charte avec des points fondamentaux, non négociables, qui serait celle de reconnaître la liberté d'expression, c'est-à-dire de pouvoir critiquer toutes les religions, y compris l'islam, égalité homme-femme, défense des principes démocratiques,
Supériorité, non, bien sûr que non. Supériorité de la loi française et de la Constitution française sur la loi islamique et donc sur la charia. C'est compris dans le cadre de la formation, du projet de la formation des imams. Il faut quelque chose de public. La liberté de religion, c'est-à-dire la possibilité de sortir de l'islam, qui est aujourd'hui puni de mort dans les textes. Un serment des imams public, devant la République. Voilà, que les imams qui souhaitent prêcher en France signent cette charte de façon publique, que les fidèles en soient informés et que ceux qui refusent de signer cette charte, eh bien, ne puissent pas prêcher en France. C'est à la République de faire évoluer l'islam. Je crois que c'est la République d'avoir des exigences, voilà, pour que la religion se plie aux exigences de la République. Et je crois que ceux qui s'y refusent, vu la gravité quand même du refus des points fondamentaux, eh bien non seulement qu'ils ne puissent pas prêcher, mais pour les étrangers, soient sortis du territoire. Est-ce que l'islam politique est soluble dans la démocratie? C'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Je crois, l'islam politique, non. L'islam spirituel, religieux, oui, je le pense, s'il y a des exigences qui sont faites et affichées. Et je pense que ce type d'initiative permettrait de clarifier les choses et justement d'éviter l'emprise d'imams, parfois étrangers, parfois français d'ailleurs, qui sont financés, il faut le savoir, parce que les imams sont payés la plupart du temps par des pays étrangers, notamment le Qatar, notamment l'Arabie Saoudite, qui sont, la Turquie, d'autres pays, dans un islam extrêmement radical. Avec justement dans votre région beaucoup d'investissements de ces pays dont vous dites qu'ils pratiquent un islam rigoriste. Qu'est-ce que vous direz? Donc je dis à l'instant même. Non, mais donc moi je dis, mais pardonnez-moi, c'est quand même un petit peu une réalité quand même. J'entends, mais qu'est-ce que vous diriez par exemple à tous les investisseurs très, très présents en PACA, sur la Côte d'Azur, qui sont justement des représentants des monarchies du Golfe? Vous continuez à prendre leur argent ou vous les mettez dehors? Si vous voulez, le problème c'est que ça dépend dans quoi. Je veux dire, qu'il y ait des investissements étrangers de la part de différents pays, pourquoi pas, mais ça dépend dans quoi. Quand ça touche à l'indépendance de la France, ou quand ça touche à un domaine aussi sensible aujourd'hui que la construction, le financement de mosquées, le financement d'imams, ou quand ça touche à des projets... Pas quand ils construisent des mosquées, mais quand ils construisent de grands hôtels, de grandes villas à PACA, ça vous autorisez. Le financement, voilà, mais c'est important. Ou quand ça touche à des projets, comme ça a été le cas à un moment donné, de financement des banlieues françaises, je suis désolée, là non. Là non, en effet, parce qu'il peut y avoir une influence Arnaud Le Parmentier. Est-ce qu'il faut arrêter les soins de Vincent Lambert et le laisser mourir? Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que Vincent Lambert, c'est un cas très particulier, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un grand paralysé. C'est-à-dire que les soins dont vous parlez, ça n'est que l'alimentation et ça n'est que l'hydratation. C'est-à-dire qu'il assimile lui-même la nourriture. Tous les neurologues, tous les grands spécialistes qui l'ont connu, qui ont vécu avec lui pendant des années, se trompent. Vous savez. C'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Les seuls soins qu'il reçoit, c'est de l'alimentation et l'hydratation. Mais dans l'état d'inconscient total. Non mais d'accord, mais c'est à vous de décider. En gros, à partir du moment où il n'est pas en fin de vie et qu'il n'est que nourri et alimenté, parce que la décision de la CEDH, c'est quoi? C'est dire demain, on arrête de l'alimenter, on arrête de l'hydrater. C'est-à-dire que Vincent Lambert va mourir de faim. Non, elle autorise la loi française. Elle autorise la loi française. Mais donc, c'est-à-dire qu'il va mourir de faim et de soif. Bon, je trouve qu'en effet, l'hydratation et l'alimentation ne sont pas des soins. Voilà, ce sont des traitements vitaux. Et je crois que commencer à aller là-dedans, c'est extrêmement dangereux. Par rapport aux échéances qui se préparent, est-ce que pour vous, Marine Le Pen doit être candidate dans la région Nord? Je sais qu'elle a pris sa décision. Je crois qu'elle va l'annoncer bientôt. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il n'y a pas de meilleure candidate que Marine Le Pen pour gagner la région. C'est une certitude. Non, mais il n'y a pas de mais. La seule chose qui pourrait la retenir, et je le comprendrais, c'est évidemment le fait de s'ajouter encore 4 à 6 mois de campagne juste avant les présidentielles et puis de rentrer dans ce combat régional juste avant un combat national. Mais vous dites qu'elle y aille. Vous lui dites, vas-y. Moi, je souhaiterais qu'elle y aille parce que je crois que c'est la meilleure candidate et qu'elle est la seule à pouvoir gagner cette région qui est encore, je le crois, encore meilleure que la PACA. Est-ce qu'aujourd'hui, des électeurs peuvent accepter de voir une candidate qui va dire je convoite la région Nord, alors qu'en fait tout le monde sait qu'elle pense à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est moderne ça comme type de campagne? Voilà. Écoutez, moi je pense que tout le monde croit en l'attachement sincère de Marine pour le Nord-Pas-de-Calais, vu l'investissement qu'elle y a eu et vu le basculement quand même historique, pardonnez-moi, qu'elle y a réalisé dans une terre de mission telle que celle-là. Et je crois qu'elle sera sincèrement attachée à ce combat régional. Pour dire un mois plus tard, je pars à la présidentielle. Non, néanmoins, parce que je pense aussi qu'elle aimerait arracher cette région justement à ceux qui l'ont conduit dans cette là. Si elle a des fêtes, si c'est Xavier Bertrand qui arrache la région Nord. Dernière question. Et puis on arrête. Maintenant que l'UMP est devenu, ou les UMP sont devenus des républicains, qui sont réorganisés, est-ce qu'ils sont plus dangereux pour vous? Ils ne sont pas réorganisés, ils ont juste changé la devanture, c'est-à-dire le nom.
C'est tout. Oui. Mais vous n'avez même pas changé ni le nom ni la devanture. Je crois pas. Nous, on n'a pas changé. On n'a pas changé le nom, mais on a fait évoluer grandement les statuts si c'est voté. En l'occurrence, je crois que non. Je crois que ça changera strictement rien parce que c'est une fois de plus de la communication et qu'aujourd'hui nous sommes face à un choix fondamental qui est celui du retour des souverainetés ou non. C'est le choix absolu et il y a une totale divergence au sein de l'UMP dont il ne se sort pas. Vous êtes certaine que Marine Le Pen sera présente au second tour de l'élection présidentielle? Je le souhaite ardemment et j'en suis. Non, je le souhaite. Ça patine. Non, pas du tout. On n'est pas sûr. Pas du tout. Je le souhaite ardemment et je pense en effet qu'en l'état actuel des forces, elle a de grandes chances d'être qualifiée dans quasiment tous les cas de figure au second tour. La semaine prochaine, l'invité exceptionnel sera le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Merci d'être venu pour ce premier grand rendez-vous avec nous.